Alors, Boker Tov à tous, paracha de la semaine, paracha de Toldot. Au début de la paracha de Toldot, c'est marqué quand Rivka elle est tombée enceinte. On nous dit au début de la paracha, Vayitrotetsu abanim bekirba vatomerimken lamazé anochi vateler lidrosh et Hashem. Que les enfants aient commencé à se bagarrer à l'intérieur de son ventre. Bon, elle ne savait pas pour l'instant qu'elle avait deux enfants, mais en tout cas, elle sentait des mouvements à l'intérieur de son ventre. Alors, elle a dit, si c'est comme ça, lamazé anochi. Rashi, il dit, elle a dit, en fait, à quoi ça sert d'avoir prié autant pour finalement subir une telle souffrance au moment de la grossesse? Alors, elle est partie demander pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, le Midrash, vous le connaissez, il nous dit que quand Rivka elle passait devant une synagogue, devant quelque chose de saint, devant une gdoucha, de Yitrag, etc., alors les enfants, il y avait un mouvement. Et quand elle marchait dans la rue et qu'elle passait devant un truc pas très loin où il y avait de la Vodazara, alors elle sentit des mouvements. Alors Chachamim lui demande, ils disent, Rivka, c'est une prophétesse. D'accord? Ça fait partie des Imaot. Alors Chachamim lui demande, ils disent, elle ne pouvait pas d'elle-même imaginer le scénario très simple que quoi? J'ai deux enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'existe pas d'avoir deux enfants? Caïn et Evel, il y a deux enfants. C'est déjà arrivé. C'est pas l'invention du siècle, d'accord? Donc pourquoi d'elle-même elle demande pas à cette chose-là? Alors Chachamim me disent que c'était pas ça son problème. Son problème c'était pas de savoir s'il y avait deux enfants ou pas deux enfants. C'est qu'elle avait compris en réalité qu'elle avait peut-être deux enfants et qu'elle avait peut-être un enfant rachat même à l'intérieur. Sa question à elle, elle est comme ça. C'est marqué que Yitzhak et Rivka, ils ne devaient pas avoir d'enfants. Il y a marqué qu'ils étaient stériles tous les deux. D'accord? Alors il y a marqué là-bas, ils ont prié. Vaya Terlo, etc. Ils ont fait des tfilotes et des tfilotes. Là-bas, il n'y a pas marqué Vayit Palel. Il y a marqué Vaya à terre. Mais c'est Vaya à terre. Rafminkou s'y ramène que Vaya à terre, c'est comme une fourche. Que celui qui utilise le foin, il prend le foin avec la fourche et il balance le foin de haut en bas ou de bas en haut. Ça veut dire quoi? Que la tfila de Yitzhak et Rivka, elle est venue déraciner une métiout. La métiout, c'est quoi? Il n'y a pas d'enfant. La réalité, c'est quoi? Il n'y aura pas d'enfant. Ils sont venus maintenant déraciner cette réalité et ils ont quand même amené des enfants. La question, elle est, mais pourtant, Hachem, il a dit à Abraham qu'il aurait une descendance, à Yitzhak qu'il aurait une descendance. Alors, quoi déraciner quoi? Non, on sait très bien que Yitzhak, il aurait une descendance. Alors, c'était quoi le blocage? Le blocage, en réalité, c'est qu'en réalité, Yitzhak et Rivka devaient avoir un enfant, mais 5 ans plus tard. Pourquoi 5 ans plus tard? Parce qu'on nous dit que normalement, Avraham Avinu, il devait mourir à l'âge de 180 ans, dit l'Agmara. Et on voit qu'il est mort à l'âge de 175. Pourquoi 175? On lui dit parce que quand les enfants, ils auront 15 ans, les petits-enfants, Yaakov et Esav, il va commencer à tourner mal à l'âge de 15 ans. Et on veut que Avraham Avinu Hashem, il lui a promis qu'il partirait avec une Sevatova, avec une bonne vieillesse. Alors s'il voit son petit-fils mal tourner, alors ça ne sera pas Sevatova. Le problème, c'est quoi? C'est que Avraham, il dit à Yitzhak, arrête de prier. Parce que si tu pries, l'enfant, il va venir. Mais si l'enfant, il vient trop tôt, bah, ton père, il va perdre 5 ans en réalité. Et Abraham, et Yitzhak et Rivka, ils continuent. Ils continuent à prier. Ils prient. Alors Hachem, il dit quoi? Il dit, ok, va y attendre. Alors, ok, alors, il est venu l'enfant. Donc, Rachamim, ils disent que la naissance de Yaakov et Esav, Bénès, elle est venue. C'est un miracle en réalité. Que normalement, la naissance, elle ne devait pas venir maintenant. Et qu'elle est venue quand même à ce moment-là. D'accord? Donc, Rachamim, il demande. Donc, c'était quoi son problème à Rivka? Son problème à Rivka, il est que si cette fille-là, elle a été faite Bénès, la réponse, elle a été faite Bénès. Donc l'enfant qui va venir, c'est quelque chose de miraculeux. Oui ou non? Maintenant, Hachem, il n'y a pas de notion qu'il fait un miracle pour amener du mal. Il fait un miracle pour amener quelque chose de mauvais. Non, quand tu me fais un miracle, c'est pour amener du bien. Alors Rivka, elle demande, elle dit, je comprends pas. J'ai prié. Tu me fais un miracle, tu me réponds, et qu'est-ce que tu m'amènes au final dans le miracle à l'intérieur? Et ça. Je comprends pas. Donc l'hydroche est Hachem. Donc elle est partie demander, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avec le miracle, j'obtiens du mal? C'est pas normal. Il fallait pas me répondre si c'est ça. Moi, j'ai tout ce que quand je demande une fille là, quand je demande que tu déracines des choses, etc., c'est quoi? C'est pour ramener du tov, c'est pour ramener du bien. Et toi, qu'est-ce que tu m'amènes? Tu m'amènes du mal. Bah, pitom, c'est pas ça que j'ai demandé. Alors l'hydroche est Hachem. Alors elle demande. Qu'est-ce qu'il lui répond, Shem? D'abord, on dit qu'elle est partie voir Shem. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il répond un truc bizarre. Il lui dit, tu as deux enfants. Donc il lui confirme, Bichlal, a priori, ce qu'elle avait déjà compris. Donc ça, une chedouche, rien dit de spécial. Par contre, il va lui dire une phrase, et c'est ça le Inyan. Il lui dit quoi? Ou l'homme, il homme, ematz. C'est quoi? Il y a deux nations, il y a deux enfants qui feront les deux nations, chacun une nation. Mais sache qu'il va y avoir un axiome entre les deux. Il va y avoir comment dire, un lien entre les deux. C'est quoi? Quand l'un il monte, l'autre il descend. Et quand l'un il descend, ça sera l'autre qui monte. Voilà, ils seront inversement proportionnels. D'accord? Ils peuvent pas être tous les deux en haut ou tous les deux en bas. Hein? Ils seront toujours en décalé l'un par rapport à l'autre. Ah, et ça l'a rassuré. Rivka, elle a dit, c'est bien, merci. Il lui a dit, tu n'as pas de rachat. Il lui a dit, non, il lui a dit, tu as un rachat. Il y a deux nations.
Et il y a un en haut, et un en bas, et un en bas, et un en haut. Et ça, c'est Rivka, elle a dit, c'est bien. Elle a dit, je suis content. Qu'est-ce qu'il a, de quoi il lui parle, Shem? C'est quoi cette chara, c'est quoi ce tirout-là qu'il lui a donné, Shem? Alors, les Mfarshim, ils demandent, et ils disent comme ça. Ils disent, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que Yaakov Avinu, qui sera ce qu'on appelle Bechir Avot, le chéri des Avot, le choisi des Avot, le plus chéri parmi les trois Avot, Hachem, c'est Yaakov le chéri. Abraham, il a donné Ishmaël. Esav, Yitzhak, il a donné Esav. Yaakov, 12 tzadikim. Ce sera tout le Ham Israël. Yaakov, c'est la perle. Titan émet le Yaakov. Pourquoi tu le fais naître avec le plus grand des Rishaïm de la Torah? Fais 2 naissances, fais 2 grossesses, fais naître Esav, détaché de Yaakov, et fais naître Yaakov. Ça sera pareil. Qu'est-ce que ça va changer? 2 frères, ils vont naître ensemble. Tu feras la même histoire, mais qui naissent pas dans le même ventre, qui naissent pas au même moment. Pourquoi tu peux pas faire 2 grossesses? Mieux encore, le Midrash demande. Pourquoi tu ne fais pas naître ça de 2 femmes différentes? Pourquoi Dafka de Rivka? Fais Yitzhak comme il a fait Abraham, il prend une autre femme, il prend une chifra là-bas, il va faire naître Issa, toute la Touma elle va partir là-bas, après il prend Rivka, il fait une belle grossesse, un bel enfant il arrive, et Yaakov il est né, c'est très bien, et l'histoire elle est très belle. Non, Hachem il fait que quoi? Et ça et Yaakov, non seulement ils vont naître en même temps, mais des jumeaux, le même élément. Il va sortir Esav et Yaakov. Mashma Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que Yaakov, il naisse avec Esav. Alors qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Quand tu veux que Yaakov, la perle de la Torah, elle naisse avec le plus grand des Rishaïm. C'est quoi le ta'am? C'est quoi la raison? Alors, Chachamim nous explique que c'est la même chose qu'un fruit. Dans un fruit, il y a la partie mangeable du fruit, ce qu'on mange. Mais tous les fruits, ils ont quoi? Ils sont protégés par une peau, par une écorce, plus ou moins épaisse. Mais il y a toujours une peau qui protège le fruit. D'accord? Rachamim, ils disent, Yaakov Avinu, il représente le fruit. Il représente le péri. Seulement, ce fruit-là, il lui faut une shmira. Il lui faut une protection. C'est quoi cette protection? La clipa. Comment on appelle l'écorce d'un fruit? Une clipa. Une écorce. On va couper, nous, la clipa, et après on va manger le fruit. La clipa, elle sert à rien. Mais elle est là pour, au départ, protéger le fruit. Chazal, ils disent, Kanire Kachem, il a vu que quoi? La meilleure protection de Yaakov Avinu dans ce monde, c'est qui? C'est Esav. Esav, c'est pas un problème pour Yaakov. Esav, c'est une shmira. C'est la shmira de Yaakov Avinu. Ah, ça, il faut comprendre. Comment le plus grand des bandits, il peut devenir ton meilleur garde du corps? Esav, il me protège. À partir de la paracha de Toldot, il faut savoir. Abraham, tu vois, Vayera, Lechlecha, etc. Bon, c'est des sipourim. À partir de Toldot, Rachamim, ils disent, c'est toute l'histoire de Esav et Yaakov, etc. Ça, c'est toute l'histoire du Olam, des Bnei Israël, jusqu'à la fin des temps. C'est l'histoire des Bnei Israël. Yitzhak, Yaakov, Esav, Yaakov, Esav, Esav, Yaakov, c'est Israël et les nations. Donc si on comprend comment ça s'est passé au départ, comment ça a été marqué au départ entre Esav et Yaakov, on comprendra toute notre vie en réalité, jusqu'à aujourd'hui, de Israël par rapport au Goïm. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit quoi? Vous êtes condamnés à vivre avec Esav. Condamné. C'est-à-dire que tu peux essayer de t'échapper de Esav, je te ramènerai toujours Esav à côté de toi. Pourquoi? Parce que, voilà, ton meilleur garde du corps, c'est qui? C'est lui, c'est Esav. Donc n'essaye pas de t'en échapper, parce que tu seras jamais aussi mieux, aussi bon, hein, aussi bien gardé, aussi bon, que si Esav, il n'est pas à côté de toi. Si tu te sauves de Esav, non, j'ai pas le meilleur du Ham Israël. Le meilleur du Ham Israël, il est quand Esav, il est à côté de lui. Esav, c'est un rachat. Comment ça, c'est à côté de moi? Ça va pas bien, non? Ah, Hamimit, regarde. C'est pas comme Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, c'est ça la coucha qu'il avait Abraham. Sarah, elle vient et dit, renvoie Ishmaël. Abraham, il dit, non, il faut garder un rachat à côté du tzaddik. Alors Sarah dit, non, je veux pas celui-là. Elle dit, on va demander à Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Tu renvoies Ishmaël. Abraham ne comprend pas. Il dit, mais c'est pas ça la souga. La souga, c'est qu'il faut que le rachat il soit là. Il dit, ça, c'est pas lui. Ça sera après. C'est Yaakov, ça. Yaakov, il vient, hein, et ça, il est là. Hamimit, regarde la force de l'histoire. Même quand à la fin de la paracha, et Yaakov, il va se sauver de Esav. Il va se sauver. Où il va? Où il va? Hein? Où il va aller? Chez Lavan. C'est Esav fois 10. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est Rivka, elle vient, elle lui dit, tu sais, Esav, il veut te tuer. J'ai une bonne idée.
Ouais, prends tes affaires et va chez mon frère Lavan. Mais tu sais que c'est qui Lavan? Lavan, c'est le patron des bandits. Il est pire qu'Esav. Et là-bas, il va 20 ans, il a perdu sa vie là-bas. Une tarboula dans la tête, il n'en pouvait plus de Lavan. D'accord? Et quand il revient en Eretz Israël, qui c'est qui l'accueille? Quand il reviendra, Vaishlar. Esav, je suis tout le temps là. Partout où tu vas, il y aura la descendance de Esav. Il y aura un Esav à côté de toi. C'est la folie. Jamais tu vas me laisser tranquille? Non, jamais je te laisse tranquille. Là-bas, il s'installe un petit peu là-bas, qui est là? Shrem, tac, qui arrive. Il y a toujours quelqu'un dans l'entourage de Yaakov qui vient lui chercher des problèmes. Hachem, il dit, tu essaies de t'échapper, il reviendra toujours au galop. Mais pourquoi? Pourquoi c'est la meilleure shmira pour Yaakov? Et comment on l'explique? Alors, Chachamim, ils disent que cette proximité-là, elle a un avantage en réalité. Il faut comprendre quelque chose. Souvent, on décrit le monde goy, le monde moderne, le monde goy, etc., par rapport à nous. On nous le dit souvent que c'est quoi? C'est un monde, il faut s'en écarter, il faut le rejeter, il faut, nous c'est que la Torah, etc. Chachamim me disent, non, tu t'es trompé de pour. Le monde goy n'est pas un inconvénient pour le Ham Israël. Le monde goy est un avantage. Seulement, il faut savoir l'utiliser. Le monde goy, en réalité, il te sert. Il va te servir à toi. Seulement, il faut savoir comment l'utiliser. Vous savez que souvent, on avait demandé comme ça un jour à Rav Elbaz, à Reuven Elbaz, au Rohaim. On lui avait dit comme ça, les élèves lui avaient demandé, il y a très longtemps, à l'époque, il y avait des attentats, il y avait des trucs dans le monde contre les juifs, etc. Et il a entendu un élève parler, et il parlait, ouais, de toute façon, le monde, il est antisémite, le monde, il n'aime pas les juifs, etc. Rav Elbaz, il a tapé sur la table. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a jamais, l'antisémitisme n'existe pas. C'est un concept inventé. Il n'y a pas d'antisémitisme dans le monde. Alors l'élève, il lui dit, mais si, regardez, il y a les journaux, regardez ce qu'ils disent, là, ils ont cassé ça, et là, ils ont fait comme ça, et là, ils ont attaqué comme ça. Il dit, ça, c'est des ch'touillottes. Ça n'existe pas. Alors c'est quoi, alors, le support? Il explique comme ça, Rav Elbaz. Il dit, en réalité, il faut comprendre. L'antisémitisme est un concept inventé par des juifs non pratiquants qui veulent se déculpabiliser de leur pratique. Comme ils font rien. Alors ils disent, ah, on m'aime pas. Ah, on me tape dessus. Ah, on me fait des problèmes. Seulement, ça, c'est pour faire quoi? C'est pour les empêcher, en réalité, de faire la vérité en face, de leur dire la vérité en face, de se dire les choses. De quoi? C'est vrai que je suis pas très bien dans Shabbat. C'est vrai que je mets pas de mes tests tous les jours. C'est vrai que je fais pas ça, et ni cacheroute, et machin, etc. Ah, mais les juifs, mais les goïms, ils m'aiment pas. Tu rigoles ou quoi? Il vient, Rav Elbaz, il dit, Oul homme, il est homme, il est mat. Tu veux, je te dis ce qu'il lui a dit Shem à Rivka? Il lui a dit, voilà, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Quand Yaakov Avinu, il chute, alors Esav, il monte. Ça veut dire Esav, il monte. Esav, il commence à montrer les crocs. Les crocs de quoi? Mais tu fais pas ton travail. Tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, tu fais pas Brit Mila comme il faut, tu mets pas tes tefilines, tu vas pas à la tefila, tout. Lui, il sait pas que c'est ça. Hamim, ils disent, Rabbi Shimon il dit, c'est une halakha. Halakha dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mitziout, même Esav, il contrôle pas. C'est Hachem, il fait monter, il fait descendre, que lui, il sait pas pourquoi il fait ça. Hamim, ils disent, voilà, Hachem, il t'a expliqué, il t'a été d'Oresh. Quand tu vois Esav monter dans le monde, il commence à chercher des problèmes. En réalité, qu'est-ce que tu devrais te dire? Ouais, Esav, il m'aime pas, ouais, Esav, c'est un bandit. Ouais. Non, pas du tout. Quand il commence à monter, il commence à chercher les problèmes. C'est pourquoi? Tu vas te dire, ah, j'ai compris. J'ai compris. C'est quoi? Cacheroute, Mila, Shabbat, Hagim, Yom Tov, je sais pas, quelque chose. Il y a des endroits où ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il peut pas monter si toi t'es en haut. Si toi t'es en haut, lui il est en bas. Lui il dit rien, il bouge pas. Donc c'est caniré que s'il monte, ça veut dire que toi t'es où? C'est-à-dire que toi t'es en train de descendre. Et t'es en train de descendre où? Au niveau de quoi? T'as Avodat Hashem. Rachamim, ils disent comme ça, ils expliquent Rachamim. Et Sav, en réalité, il est à Shmira. Parce qu'à chaque fois que tu vas chuter et que tu vas descendre, lui, il va sortir les crocs. Pour te dire quoi? Pour te réveiller un petit peu. Pour te bouger un petit peu. Or, nous, on a fait le pirouche inverse. Nous, on a toujours le pirouche inverse. On dit quoi? On dit non, Esav, pour qu'il soit gentil avec nous, il faut être comme lui. Il faut essayer de lui ressembler. Il faut essayer d'être comme lui, de l'imiter, etc., de faire ce qu'il fait lui, d'aller là où il va lui, etc. Et comme ça, il va voir que quoi? Que je l'aime bien et que du coup, il va bien m'aimer. Mais à chaque fois qu'on fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on se prend dans la tête? On se prend le contraire. Et nous, on comprend pas. On dit, mais attends, mais voilà, j'ai fait comme toi, je m'habille comme toi, je parle comme toi, j'écoute la même musique que toi, les mêmes cinémas, les mêmes trucs, etc. Mais tu comprends pas en réalité, tu dis ça. Tu comprends pas? Mais je veux pas de toi, Michlal. Ah, mais je comprends pas, moi je croyais qu'on était amis. Mais on n'est pas amis. Qui t'a dit qu'on était amis? Pourquoi? Parce qu'il y a une météo dans le monde. Tu veux me ressembler. Donc ça veut dire que quoi? Quand tu veux me ressembler, c'est-à-dire que tu diminues ta Avodat Hashem. Quand tu fais ça, c'est moi qui monte. Et quand je monte, je fais quoi? Sonner et Yaakov. Et ça, sonner et Yaakov. Donc et ça, il commence à haïr Yaakov. Rachamim, ils disent, à partir de quel moment Esav il se tait? Quand toi tu fais ta Avodat Hashem. Et qu'est-ce qu'il fait Esav? Mechabed auto.
il te donne du kavod, etc. Le kavod, comment il te fait ça, le kavod? Quand tu commences à devenir un vrai tzaddik. Barbe, chapeau, petit là, Torah, limoud, etc. Là, qu'est-ce qu'il fait, ça? Là, il baisse la tête. Là, il dit plus rien. Là, il te fait, etc. Truc, il va t'amener, il va te laisser passer devant lui. Il n'y a aucun problème. Celui-là, je laisse. Mais à partir du moment où tu veux faire comme moi, et tu veux me ressembler à moi, ça sera il dit, c'est quoi ça? Sonner, Yaakov. Donc nous, le problème, c'est qu'on fait le contraire. On croit qu'on va attirer l'amour de Esav en faisant quoi? En délaissant un petit peu la Torah et en se mettant comme lui. C'est-à-dire, on fait comme lui. On va dans les stades, on va dans les théâtres, on va dans les cinémas, on va dans les concerts. Ben voilà, tu vois, on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on se tape derrière? Des critiques, et on se fait virer, et on se fait jeter, etc. Attends, c'est pas normal, ça. Il y a une assez plainte là cette semaine, une journaliste juive au Qatar, elle a dit, elle s'est fait jeter d'un taxi. Vous avez vu ça? Elle s'est fait jeter d'un taxi. Elle s'est énervée. Ouais, c'est une amie ici, une israélienne, une journaliste d'Israël. Alors, il a reconnu, il a vu qu'elle était presse israélienne, il s'est arrêté, il a arrêté la voiture, ça fait un scandale, machin, ça, la voiture, il a ouvert, il a dit, vous sortez. Pourquoi? Il n'a pas expliqué ça, bon, elle a compris, quoi, que c'est, elle a fait un scandale, ouais, c'est l'admissible, machin, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends pas, t'as rien à faire là. T'as rien à faire là, qu'est-ce que tu fais là? Les juifs, ils ont pas à être ici. Ils ont pas à être, du couvrir quoi, hein, des tordus en train de se jeter un ballon les uns après les autres. Va là-bas! Va allumer tes nérodes, va faire ta chala, qu'est-ce que tu me casses les pieds? Casse-toi d'ici! Elle comprend pas, ah, j'ai le droit d'être ici. T'as pas le droit d'être ici. Tu comprends ça? T'as pas le droit d'être ici. Donc il te dit dégage. Seulement nous on comprend pas le dégage en réalité. Donc on voit le dégage de, ils m'aiment pas. Voilà, moi je suis bien, moi tout va bien, tout est nickel, et eux ils sont antisémites. Alors voilà, on a inventé un concept. Les juifs ils sont très forts pour ça. Hein, ils font des associations, des ONG, des machins. L'antisémitisme dans le monde. Hein, ils vont à l'ONU, ils font dans les écoles, etc. Ils veulent parler de l'antisémitisme. Il n'y a pas d'antisémitisme. Ça n'existe pas en réalité. Il n'y aurait pas cette haine de Esav si tu fais ta avodat Hashem. Et à chaque fois qu'on a essayé, il y a toute génération, tous les 70, 80 ans, on essaye de, on va être gentil, on va s'habiller comme toi, on va entrer dans tes écoles, on va faire les études comme toi, etc. Et qu'est-ce qu'on se tape derrière après? Eh ben, les pogroms, la Shoah, les machins, etc. Toujours c'est venu après derrière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils en peuvent plus de nous en réalité. Ils en peuvent plus. La Shoah, elle a explosé parce que pendant 40 ans, 30 ans, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On faisait tout comme eux. Le théâtre, la musique, les cinémas, les machins, etc. Et qu'à la fin, ils ont pété un câble. Quoi, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Va dans un bête midrash. Qu'est-ce que tu fais là? Quand vous regardez les lois de l'Allemagne nazie au départ, c'était quoi? C'était, alors les juifs, ils sont interdits de cinéma, de théâtre, de concerts, de... Ok, d'accord, mais ma baya, c'est quoi? C'est l'agma, ça? Quel est le problème? Nous, on dit quoi, nous, aux juifs? Ben, ne vous mêlez pas, ne vous mélangez pas, etc. Séparez-vous. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Eh ben, ne vous mélangez pas avec nous. Ben, ils ont dit comme ça, c'est marqué. Que les juifs, ils n'ont pas eu le droit de se marier avec des Allemandes, etc. Il n'y a pas de problème, je signe, même si tu veux. Donne-moi le texte, je signe. Je suis d'accord avec tout ce que tu as écrit, je suis d'accord. Quel est le problème? Seulement, nous, on fait un sipour à l'envers. Ah, il m'empêche, alors ça m'énerve. Mais il t'empêche. Mais écoute ce qu'il est en train de te dire. Il veut pas de toi. Le monde goy ne veut pas de toi. Alors pourquoi tu essaies de l'attraper? Pourquoi tu essaies de la gripper? Alors, Hachamim, ils disent, bon, Hachem, que nous, on a une bonne tête. Alors, on n'est pas dans l'assimilation pure et simple qu'on nous décrit. Ça veut dire les mariages mixtes, etc. Bon, Hachem, si on est là, etc., on écoute du vrai Torah, tout ça, c'est qu'on n'est pas là-bas. D'accord? Donc, on n'est pas dans cette idée-là. Seulement, Hachamim, ils disent, mais c'est pas que de ça qu'on parle. C'est pas parce que t'es pas marié avec Christine, alors que tout ce que je dis là, c'est pas valable. Hein? C'est pas parce que ta vie elle est pas comme ça, alors que tout va bien. Rachamim me disent, on a un problème, même dans un autre pan de notre vie, même pour un Ben Torah, même pour celui qui étudie la Torah tous les matins, etc., tous les soirs, tout ce que vous voulez. Même là-bas, il va y avoir un problème. Comment il est le problème? Comment il démarre déjà le problème? Le problème, il démarre très simplement. C'est que le monde goy, je vais dire malheureusement, ou heureusement, ça dépend, mais il a des qualités. Ça veut dire que c'est pas du vent. Il est attirant. C'est beau le monde goy. Ce que propose Esav dans ce monde-là, depuis les Grecs, les Romains, etc., ouais, jusqu'à aujourd'hui, ce que propose le monde, c'est séduisant, c'est clinquant. Hein, les téléphones, les voitures, les matériaux qu'ils font, etc. C'est des choses qui sont objectivement attirantes. Alors comment on fait, nous? Comment on fait dans ce monde-là pour dire, non, moi c'est Shulchan Aruch, hein, Baba Kama et Zéou. Voilà. Non, le téléphone, ça m'intéresse pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde goy, on le... Hein, un beau costume, des belles chaussures, etc. C'est qui ça? C'est pas les juifs, ça. Les juifs savent pas s'habiller. D'accord? C'est qui crée tout ça? C'est les goyim qui créent tout ça. Hein? Les meilleurs tailleurs, c'est des Italiens. Ça, c'est une invention des juifs, ça. Les meilleurs tailleurs, c'est pas des juifs, les meilleurs tailleurs.
Les juifs, c'est des tordus. Les juifs, ils s'habillent en saroual et en djellaba. Ils savent s'habiller. Ils savent ni tisser, ni rien du tout. Ouais, rien du tout. Même les Arabes, ils sont mieux que nous, Bichlal. Toutes les poteries qui vendent là-bas, Meacharim, etc., tous les trucs, c'est qui fait les tissus, les tapis, c'est qui fait, c'est les Arabes. Il y a pas un juif dans les usines, il y a pas un. Y a pas un. Le juif, c'est le patron de l'usine. Ouais, il sait même pas, il peut prendre une aiguille et un fil, Bichlal. Donc, Chachamim, ils disent, maintenant, c'est quoi le risque? C'est quoi le problème de ça? Le problème de ça, c'est que les Chachamim expliquent que plus le monde goy te séduit, plus il y a une séduction, plus il y a une attirance vers ce monde-là, et plus ton regesh à Torah, il va diminuer. Pourquoi? Il lui a dit Shem, le monde goy, il monte, le monde de Yaakov, il descend. Le Yaakov, il monte, le monde d'Esav, il descend. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu donnes de l'importance au monde goy, si tu lui donnes de la valeur, alors elle est où la Vodat Hashem? Eh ben, elle va diminuer. Donc, Rachamim, ils disent, faut pas t'étonner. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de régachot, beaucoup d'attirance envers un costume, des chaussures, une maison, des voitures, un canapé, des rideaux, une nappe, une table, une chaise, tout ce que tu veux. Ah, c'est beau, waouh, c'est magnifique, waouh, ça c'est beau, waouh, t'as vu ça? Après, tu t'assois, tu as vu ce Rashi? Ouais, pas compris. Bon. Je te l'explique. Ouais, bon, c'est pas mal, pas mal. On dirait que ça a l'air pas mal. Mais tu n'as pas de régache. Pourquoi? Ben, tu mets 90% de tes régachot. Régachot, ça veut dire les sentiments. Tu mets 90% de tes sentiments au quotidien, où ça? Dans le matériel. 90% de ton attirance, elle est là-bas. Qu'est-ce qui te reste après pour la Torah? 10%. Donc quand tu viens, je te cite une Gemara, un Rashi, un Chumash, etc. Il y a pas de... Ça éclate pas, quoi. Il y a pas, pourquoi? Parce que tu as tout mis là-bas. Donc Rachamim, ils disent, ici, il va y avoir un problème. Même pour un Ben Torah. C'est qu'on n'est pas en train de parler ici de, il faut se séparer du monde goy, comme j'ai dit au départ. Ça veut dire, alors les Natek, on le pousse, etc. On le coupe, on fait plus rien. Non, on parle pas de ça. Le monde goy, il est là, ce que je vous ai dit. Le monde goy, on l'utilise. On a tous des voitures, on a tous des maisons, on a tous des montres, on a tous des chaussures, des vêtements, etc. Il n'y a pas de problème. Et il y en a qui ont plus d'argent que d'autres, qui vont s'acheter un costume qui coûte plus cher que l'autre, et des chaussures plus chères que l'autre, etc. Alors comment on fait? Alors ils me disent, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de posséder. Le problème, c'est pas la quantité. Le problème, c'est pas d'avoir plus, etc. Ça, c'est pas un problème. Prends ce que tu veux, achète ce que tu veux. Il y a une baya. Tout le problème, il est dans la valeur que tu donnes à la chose. L'importance que tu donnes à la chose que tu as en face de toi. Pourquoi? Parce que, voilà le problème. C'est que tu vas refaire la déco à la maison. Ouais. Et tu vas acheter un beau canapé. Un canapé. Si cuir, machin, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Bref. D'accord. Et quand les gens ils vont venir à la maison, et tu vas leur présenter le canapé, on dirait que tu présentes une œuvre d'art. Tu achètes un nouveau canapé, etc. Et tu vas le présenter pendant un quart d'heure sur le canapé. Etc. Il y a quelqu'un qui s'assoit dessus et qui est ah non, 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 faut pas s'asseoir sur le canapé, on va mettre un tissu dessus, on met un plaid, on met une couverture, on met machin, etc. Et ça raccole, c'est un canapé. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Tout le problème, il est quoi? Quand l'élément matériel, tu vas lui donner une valeur surestimée. Surestimée. Il faut que tu comprennes qu'un canapé, c'est un canapé. Ça restera toujours un canapé. Ça veut dire on s'assera toujours sur un canapé. Donc ça s'appelle, c'est pas une œuvre d'art dans la maison. Une table, c'est pareil. Une chaise, c'est pareil. Une voiture, la même chose. Tout ce que tu as devant toi ne doit pas perdre en réalité sa fonction première. À partir du moment où tu leur donnes une vision par rapport à toi de quelque chose qui est bien élevé par rapport à, à quoi ça sert véritablement, c'est terminé. Le monde goy, il t'a attrapé. Le monde goy, en réalité, il fait de toi ce qu'il veut. Donc ça veut dire que quoi? Que tout dépend en réalité de la valeur que la chose elle a à tes yeux. Je vous donne un exemple. Il y a une halakha dans Shabbat qui s'appelle Moukhtse. D'accord? Vous connaissez Moukhtse. Maintenant, il y a différents types de Moukhtse. Vous connaissez ça, hein? Quel est chez le marteau l'éther, quel est chez le marteau l'issour, etc. Maintenant, il y a une grande marloquette, il y a une discussion entre deux Moukhtse. Et Chachamim, ils ont essayé de déterminer la différence entre les deux. Je vous la fais court. Il y a un Moukhtse qui s'appelle Keli chez Melarto les Issour. Un ustensile dont l'utilisation est une interdiction. D'accord? L'utilisation est une interdiction. Mais il y a un autre Moukse qui va s'appeler Keli Mechamach Chesronkis. Un Keli qui est interdit, qui est Moukse, mais parce que en réalité, il a une valeur, très élevée. Alors, Chachamim me demande, ils disent, et c'est quoi un ustensile qui a une valeur très élevée? C'est qu'il a coûté cher? Non, ça n'a rien à voir avec combien il a coûté. Alors c'est quoi? Ça dépend quelle valeur il a à tes yeux. Alors, Rami me demande par exemple, je vous donne l'exemple moderne, qui a marqué dans Hazonovaja, etc. Un téléphone. Il demande là-bas, un téléphone portable aujourd'hui. Il dit, est-ce que c'est un Keli Melarto Leissour, Stam, ce qui est juste un Keli interdit, parce que son utilisation est interdite, ou c'est un Keli qui devient un Mehaman Chesronkis,
Que quoi? Qu'il a tellement de valeur qu'il est passé dans le mouktsé de celui qui a de la valeur. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que la différence pour le déplacer sera pas la même. Là, on aura, on pourra le déplacer comme on veut, parce qu'on a besoin de la place, etc. Et Chesron Keys, on peut plus le toucher. On le touche à pas. Ça dépend. Rami me demande, ils disent, alors c'est quoi un téléphone? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il y a là? Ça dépend de toi. Quelle valeur tu donnes à un téléphone? Est-ce que pour toi, c'est une babiole, avec des boutons? Ou est-ce que pour toi, c'est le téléphone? Et vous savez comment ils disent dans les détails là-bas, il dit par exemple, comment on pourrait donner une pshara, un compromis, enfin, une réponse. Est-ce que ce téléphone, tu le laisserais dans la main d'un enfant? Comme ça, il dit. Hein? Hasve shalom. Le iPhone à 1800 €. Est-ce que je laisse le petit jouer avec? Caniré que peut-être non. Hein? Caniré, tu peux le bloquer le téléphone, c'est pas grave. Mais est-ce que quand il le prend, tu touches pas à mon téléphone? C'est quoi ça? Tu viens de transformer le téléphone en Chesron Keys. Donc tout dépend de quoi il dit le Magan, c'est le Magan Abraham. Magan Abraham dit Chesron Keys, ça dépend de quoi? Ça dépend de toi. Ça dépend de ta vision à toi que tu as de la chose. Si toi, tu donnes de la valeur à la chose, alors la chose a de la valeur. Si pour toi, la chose n'a pas de valeur, alors elle n'aura pas de valeur. Tout le monde goy, il est comme ça. Le monde goy, c'est pas à lui de te dire qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui a pas de valeur. Parce que ça a coûté 10 000 €, ça a de la valeur. Parce que ça a coûté 1 €, ça a pas de valeur. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Ça peut avoir coûté 10 € et avoir de la valeur, et 10 000 € et ne pas avoir de valeur. Tout dépend de quoi? De comment toi tu vois la chose. Ça dépend de la manière dont toi tu vois. Ce qui veut dire que quoi? Que il y a quelqu'un, il va présenter maintenant tout ce qu'il a à la maison. Hein? Je vous dis, rideau, canapé, une cuisine en marbre. Cuisine en marbre. Hein? Magnifique, il a refait la cuisine. Et les gens, ils viennent dans la maison, ils voient la cuisine. Wow. Ça dépend. Tu peux voir la cuisine en marbre italien, je sais pas quoi. Et tu peux voir la cuisine comme quoi? Un assemblage de pierres. Ça dépend. Et là et là. C'est quoi? C'est des pierres, Bichlal. Tu as pris, donc, le type, il a pris des pierres, il les a mis dans une pièce. Non, c'est pas des pierres, c'est fou, quoi. C'est pas des pierres. C'est comme m'a coûté la cuisine de pierre, là, de pierre. Ça va pas bien, non? C'est pas des pierres. Hein? C'est des pierres folies, voilà. Ou alors quand on s'extasie, par exemple, devant des performances sportives. Hein? Waouh, il a marqué ce but et tout. Waouh, il a sauté 10 mètres. T'as vu? C'était 10 mètres. C'est un kangourou, il a sauté. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une médaille maintenant? Tu veux une médaille? Ok, il court vite. Eh ben tant mieux pour lui, il court vite. Si un jour il a son bus à attraper, eh ben il attrapera plus vite que les autres. Quel est? Mabaya! Ouah! C'est quoi ce ouah? Ouah! Ce ouah là, il vient de t'enlever le ouah du rachis. T'as compris? Ton exclamation d'être impressionné par le monde goy, à chaque fois que t'en as une, tu viens d'enlever une impression d'un Rashba, d'un Rashi, d'un Tosfot, d'une Gemara. Et après, tu comprends pas pourquoi, quand je te parle de Torah, t'as pas les yeux qui brillent. Moi, je te dis pourquoi. Parce que toute la journée, et ça, je vous dis ça, en réalité, ça arrive 100 fois par jour. 100 fois par jour. On peut s'exciter devant des chaussures, devant des chaussettes. Les gens, ils achètent des chaussettes, birla, fil d'école, je sais pas quoi, tissé, nanana. Mais t'es sérieux? Tu passes un quart d'heure à choisir des chaussettes. Un quart d'heure, birlal. Tu sais combien de temps des chaussettes? Même pas tu regardes. Tu arrives au magasin, elles sont noires, tu sais, je prends, c'est la taille. C'est où? Non, attends, je regarde la marque. Je regarde là, le coton, il est mieux que celui-là. Peut-être celui-là, il est mieux. Peut-être. Combien de temps tu vas passer à choisir des chaussettes? Combien de temps? Ok, laisse tomber je parle pas des femmes. Laisse tomber. Laisse tomber des femmes. Mais il parle des femmes aussi. Tu veux que je te parle des femmes? Alors, Hamim, ils disent les femmes, le temps qu'elles passent à maquillage, les vêtements, la couture, les machins, etc. Comme la couture, ça veut dire le choix des tissus, machin, etc. Tout ça qu'elles passent, leurs chaussures, etc. C'est du temps perdu en réalité. Pourquoi? Après, tu leur dis, tu sais, j'ai un show à te donner, un dracha, ça passe au travers. Pourquoi? C'est normal. Parce que le monde, quoi, c'est pareil, c'est la même chose. Il te donne une attirance. Il te donne un attrait, il te donne un intérêt. Bon, parenthèse des femmes, je referme, c'est pas. Voilà. Non filmé. Donc, ce qui veut dire que quoi? Rav Dessler, il dit, donc il faut que tu apprennes une chose. C'est une réalité. Le monde goy, il rassasie l'homme. Il rassasie l'homme de ses ta'avot. Un homme, il a une 100% de ta'ava par jour. À assouvir. Voilà. Il a ses désirs de la journée. Il part avec un sac au départ. Et le matin, il se lève et ça démarre. Le problème, c'est quoi? C'est que le monde goy, il aspire une partie.
il aspire une partie. Même dans le repas, il dit le Rav Dessler. Le repas à Bichlal. Tu viens, on te sert un plat. Waouh, le traiteur, il m'a fait le truc comme ça, il m'a mis le truc, le machin, la pomme de terre, il me l'a entouré. Ça, c'est de la patate. Arrête. C'est des patates, c'est tout. Ah non, 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 il m'a mis un poisson comme ça, truc, avec des décos. Oui, c'est lui, là, il s'amuse. Il met des trucs rouges, bleus, verts, etc. Ok, ok. C'est un poisson. Hein, il y a 2 heures, il était dans l'étang comme ça, tourner la queue, c'est comme ça. Et toi, tu viens dans la scène, non, le tourne d'eau, Rossini, je sais pas quoi. Ok, c'est un steak, c'est tout. Redonne l'appellation réelle à chaque chose. Redonne l'appellation réelle à chaque chose. C'est ça le problème. C'est quand on essaye de grossir le monde goy. Donc, plus tu fais ça, plus tu dois te dire, là, je suis en train de perdre ma Torah. Là, je suis en train de perdre mon limoud. Et quand je vais arriver au limoud demain matin, eh ben, je vais pas avoir la patate. Je vais pas être frais. Je vais pas être préparé en réalité. Rachamim Rav Dessler, il dit comme ça, que la Torah Akdosha, à chaque fois qu'on veut l'étudier, c'est comme une hatuna. C'est comme un mariage. À chaque fois, parce qu'on dit que la Torah, on s'est marié avec elle. Donc à chaque fois qu'on vient étudier la Torah, c'est quoi? Hatuna, on fait un mariage. Seulement, il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui était invité à un mariage. Et on lui a dit, voilà, tu viens inviter, il vient inviter. Et le repas, il est dans 1 heure. On va faire le repas du mariage. Maintenant, le type, il en peut plus, il est dans 1 heure, il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange pendant 1 heure, cacahuètes, pistache, cacahuètes, pistache, cacahuètes, pistache, cacahuètes, pistache, pendant 1 heure comme ça. Après, il arrive au bout d'1 heure, on dit, ah, y est, le repas, il arrive. Qu'est-ce qu'il a? Je vais vomir, ça y est. Je suis rassasié complètement. Mais de quoi tu es rassasié? T'as pris quoi? Cacahuètes et pistaches. Mais c'était pas le repas, ça. Ça, c'est stam pour patienter un petit peu. Mais il fallait pas non plus en faire ton repas. Ah, il dit, ah, mais moi, j'avais faim, hein. Moi, j'ai pris, hein. Et Rav il dit, auto d'ava. Tout le monde goy, c'est quoi? Ces ch'touillottes là, c'est cacahuètes et pistaches. Et après, quand t'arrives devant la Torah, devant le repas du mariage, ah, ça y est, j'ai faim. Ah, ton Rachid, il est en train de me faire vomir, là. Ah, c'est bon, ça y est, j'arrête. 5 minutes de Torah. 5 minutes de Torah, c'est le type, il faut qu'il se lève, il faut qu'il parte. Pourquoi? C'est normal en réalité. En fait, c'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est réel, c'est la vie réelle, ça. C'est que les gens, ils s'asseyent, ils n'arrivent pas à tenir 5 minutes devant une Gemara. Pas parce qu'ils sont pressés, pas parce qu'ils doivent aller au travail. Ça, c'est des stouillottes, ça. Ils peuvent pas rester parce que, en réalité, c'est fini. Ils ont atteint les 100% c'est fini. Ils sont tellement englués dans une montre, dans des chaussures et dans un costume qu'ils peuvent pas donner de la place à un rachis. C'est comme ça. Donc tu peux acheter un beau costume, achète si tu veux 1 000 € le costume, hein, italien, achète-le, c'est pas grave, achète-le. Mais ça racole quand tu le prends de l'armoire, ça c'est une veste, c'est tout. Arrête de la porter comme, ouais, pas mal, hein, devant le miroir et tout, des chaussures, des lacets comme ça. Arrête, c'est des mocassins, c'est tout. Voilà, mes charim sont les mêmes, c'est tout, des noirs, des chaussures, des semelles et tout, c'est pareil. Non, 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 ils sont pas les mêmes. Moi je vous dis que c'est les mêmes. Les Chinois ils font tout pareil. Donc c'est quoi? Ça veut dire que le limoud, en réalité, ça se prépare. Où est-ce qu'il se prépare? Et c'est ça la force. Où se prépare le limoud à Torah? Où est-ce que ça se prépare, la achana du limoud? Dans le monde goy. Rachamim dit, donc, Yaakov, il avait besoin de quoi? Donc il avait besoin de Esav. Il avait besoin d'une shmira autour de lui. Pour lui faire comprendre en réalité que ce monde goy, il va vivre avec. Quoi? Mapitom, Yaakov, il va pas manger, il va pas dormir, il va pas se déplacer. Donc il va l'utiliser, ce monde goy. Donc Hachem, il dit, vu que tout le monde goy, tu vas avoir besoin d'utiliser, je vais t'apprendre comment l'utiliser. Il va devenir une achana pour le limoud à Torah. C'est quoi? C'est que quand tu vas être dans ce monde goy, tu vas devoir savoir comment l'utiliser. Et laisser chaque chose véritablement sa place. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il va quitter là-bas, il va se sauver de Esav, il va te faire 2 prières à Hachem. Il va dire, Hachem, donne-moi quoi? Lechem, le'echol, begel lilbosh. Du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller. Qu'est-ce qu'il a demandé Yaakov? Il a dit, en réalité, voilà ce qu'il a demandé Yaakov. Il dit Hachem, même si tu me donnes des repas de roi, fais que dans ma tête, ce soit toujours quoi devant moi? Lechem, lechol. C'est du pain. Un casse-croûte. Le traiteur, il vient, il t'a servi le super repas, les salades. Alors, il est beau le repas? Ouais, casse-croûte, pas mal. Ouais, pas mal. Non, j'ai casse-croûte. C'est pas un casse-croûte, c'est fou, quoi. Je t'ai fait une table de roi. Non, c'est un casse-croûte, quoi. C'est un sandwich. C'est pas plus qu'un encas, là, ce que tu me fais. C'est un repas, normal. Ah bon? Beged Lilbosh. Putain, mais le costume italien, machin. Qu'est-ce qu'il dit, Jacob? Beged, c'est un vêtement. C'est ça qu'il a demandé à Jacob. Fait que même si on me donne des choses belles, importantes et extraordinaires, que jamais je m'extasie devant ce monde-là. Que je laisse sa place à ce monde-là tel qu'elle est. Pas, je l'utilise pas. Pas, il a dit, ne me fais pas manger, ne me fais pas m'habiller. Non, donne-moi un vêtement, donne-moi à manger, mais fais que ma perception du monde, il ne soit pas trop, truqué, en réalité. Truqué par qui? Par moi-même, en réalité. Comme par exemple, on dit. Un des exemples. Je vous le dis là parce que ça va arriver bientôt. Là. Voilà. On va tous sortir
Hein. Non, et on va tous sortir à la fenêtre. Voilà. 31 décembre. Ils vont faire péter les feux d'artifice. Waouh, les lumières, waouh. Ah. C'est des pétards. Voilà, c'est des pétards. Waouh, incroyable. Venez voir les enfants, les pétards. Quand on voit par exemple des belles choses, euh, on voit la nature, quand on voit des. Ah, je vais venir à ça. Voilà, deux lignes. Ken, voilà, deux lignes. Deux lignes. Ah, Hamim me disent. Ça, qui c'est qui a créé ça? Le feu d'artifice. Non, le feu d'artifice, c'est qui a fait ça? Mais qui le fait ça? Qui le fait sortir? Ça, c'est les goïms. Ah, Hamim me disent. Alors nous, c'est quoi notre feu d'artifice? Quand est-ce que nous, on fait un feu d'artifice? Et que là, on nous dit, voilà, maintenant, dis wa, là. C'est quoi? Ah, tu vois, tu m'as pas écouté, regarde. Il dit là-bas, le feu d'artifice là-bas, c'est les goïms qui le sorti. Alors là-bas, Hachem, il te dit, attention, là, les goïms, ils t'ont fait des trucs, ils t'ont créé des poudres, etc. Et là, tu fais wa. Ça, Hachem, ça va pas, ça. Alors, où est-ce que tu vas faire wa, alors? Ah, il dit là-bas, une belle montagne. Des tonnerres, des éclairs, un arc-en-ciel. Et Hachem fait une bracha, Bichlal. Pourquoi? Là, tu dois dire wa. Pourquoi? Parce que ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Tu dois t'extasier devant quoi? Un Tamid Raham. Hachem, il a fait des rois. Hachem, il a fait des tzadikim. Là, tu fais une bracha. Là, tu dis des brachot sur des belles choses. Hein? Ils ont mis une chorma. Ils ont mis une chorma. Et alors? Tu fais un wa sur une chorma? Et là? Non? Pas pourquoi? Pour qu'on l'utilise, Bichlal. Mais pour qu'on l'utilise pour qui? Pour la Torah. Ils font pour la Torah, ça? Les ronds rouges et les ronds bleus et les ronds jaunes, etc. Ça, en plus, c'est une fête goy, c'est une fête païenne. Et toi, t'es là, waouh, c'est extraordinaire. Non! Ce wa-là que tu fais là-bas, en réalité, il te diminue la Torah. Il te diminue ton limoud à Torah. Par contre, Hachem, il dit, où est-ce que tu as le droit, justement, de t'extasier et de montrer véritablement un étonnement de choses extraordinaires sur tout ce que Hachem, il a créé. C'est quoi? La nature, les animaux, les oiseaux, les plantes, les arbres, les montagnes, les nuages, le soleil, la lune, qu'est-ce qu'on fait nous? Birkat Shemesh, Birkat Levana, c'est quoi tout ça? Ça, c'est la Hitpalut devant la force de la Kadosh Baruch Hu. Mais une table, le type il est passé à la menuiserie, il a fait une super belle table en marbre, machin, ça. Ok, ça hagol, ça reste une table. C'est bon, qu'est-ce que tu m'as fait là? Ça va, c'est une table. C'est une table. La même table, celle-là est en marbre, ça restera une table. Il y aura 4 pieds et une planche. C'est la même chose. Seulement, si je commence à montrer au monde goy qu'il m'intéresse, que je lui trouve véritablement une importance, Rachamim me dit c'est mort en réalité. C'est mort, tu es en train de diminuer la Torah. C'est un vrai principe que Rachamim nous donne ici. Donc, ce qui veut dire que quoi? Qu'il faut faire très attention, il faut bien choisir, très attention aux choses à quoi on donne de la valeur. Et mieux que ça, la Mishnah dans la vote, elle dit comme ça, elle dit Marbe Ksafim, Marbe Da'agot. La Mishnah, elle dit quoi? Celui qui multiplie l'argent, il multiplie les galères. Il multiplie les inquiétudes. Plus tu as de l'argent, plus tu es inquiet. Mais non, ça devrait être le contraire. Normalement, tu veux de l'argent pour être tranquille. Non, non, non. La Mishnah, elle dit, le monde, il marche pas comme ça. Le pauvre, il est beaucoup plus tranquille que le riche. Le riche, il a des inquiétudes toute la journée. Comment, par exemple? Il dit, voilà, je vais te montrer. Il dit, aujourd'hui, les gens, Baruch Hashem et Lenara, ils ont bien réussi. Il va acheter une belle maison. Il achète une maison, 2 millions d'euros. Ouais, 18 pièces, ce que tu veux, etc. Qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qu'il fait après? Bah, il est stressé. Pourquoi il est stressé? Hein? Non, non, il est stressé de quoi? Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir me voler maintenant. Ah, belle maison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, caméra. Caméra, détecteur, caméra. Dès qu'il entend un bruit dehors, il faut acheter un chien. Ah, il achète un chien. Et en fait, toute la journée, qu'est-ce qu'il est? Toute la journée, il est stressé. Dès qu'il reçoit sur le téléphone déclenchement alarme, oh, déclenchement alarme, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, il est en stress. Mais celui qui est pauvre, qui n'a rien à voler, même s'il y a marqué déclenchement alarme, ils ont rentre chez moi. C'est marqué Baba Salé un jour, et des gens ils sont rentrés chez lui. Des voleurs, ils sont rentrés chez lui. Sa femme, elle est arrivée, elle a dit, hé, il y a des voleurs. Non, putain, il n'y a rien à voler. Laisse-le tranquille, laisse-le. Jusqu'à ce qu'il a entendu qu'ils ont ouvert la sifria. Il a entendu de son lit, ils ont ouvert l'armoire avec tous les livres. Il a dit, oh, ouais, les livres. Les sfarim, ils se touchent, même pas en rêve. Il s'est levé, il leur a fait peur, ils se sont sauvés. C'est des petits rebeux. Ils sont partis de la maison. Quoi? Il n'y a que la sifria, il n'y a que ça qui est important. Tout le reste, il va vouloir une cuillère, il va vouloir une fourchette. Il faut la fourchette, il faut la cuillère, je m'en fiche maintenant. Tu es là, toi, devant tes biens. Et quoi? Et quand tu as beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup d'argent, beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il faut acheter un coffre. À quoi ça sert? Ce que tu as, maintenant il faut acheter un coffre pour cacher ce que tu as gagné. Mais c'est quoi cette vie-là? Ça, c'est Rami dit quoi? Marbe Ksafim, Marbe Da'agot. Tu veux augmenter l'argent, tu augmentes les galères. C'est que comme ça. Quand tu as un costume qui a coûté 10 euros, même si quelqu'un il te verse quelque chose dessus, tu vas dire, bah, il a coûté 10 euros, non, ça va. Ça va.
Quand il a coûté 1000 euros, waouh, même pas tu t'assois. Personne te touche. Attention, attention, tu es à côté de moi. Attention, ne me touche pas. Hein. Si, c'est ça. C'est comme on raconte un jour, on dit un jour, il y a un papa. Un jour, il y a un papa, il avait des enfants qui jouaient à la maison. Il avait des enfants qui jouaient à la maison. Et il se lançait la balle. C'était Shabbat. Comme ça, ils se lançaient une balle comme ça. Oh, le papa, il dit, ça suffit, arrêtez, il va y avoir un accident, ça suffit. Et, et il a envoyé la balle. Et il n'a pas fait exprès, ça a touché l'interrupteur, ça a éteint la lumière. Shabbat. Alors le papa, il a dit, ah les enfants, c'est Shabbat, vous avez éteint la lumière, ça sourd, comment on va faire maintenant? Bon, faut faire attention à la lumière. Ok. La semaine d'après, mardi, dans la semaine, ils jouent à la balle les enfants. Attention les enfants, il va y avoir un truc. La balle elle part, il y avait un vase, et paf, il a éclaté le vase. Et là le père il a pété un câble. Avec ma compte on a cassé le vase, il a remis le morceau maintenant, t'es puni, toi là-bas, toi tu montes, toi tu descends, toi je veux plus te voir, qu'est-ce que c'est d'ici? Comment ça pète un câble? Ok, très bien. 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, le fils il vient, il dit papa, voilà, j'ai choisi ce que je vais faire dans la vie. Ah, c'est bien, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je vais être potier, faire de la poterie. Poterie. Ça va pas bien, non? Si, faire de la poterie. Mais c'est nul la poterie. Non, c'est pas vrai. Mais non, il faut être un Talmid Chacham, mon fils. Non, il faut être potier dans la vie. Pourquoi? Bah, c'est toi qui nous as appris que la poterie, c'est mieux que Talmid Chacham. D'où je t'ai appris ça? Je sais pas. Quand on transgresse Shabbat, c'est pas bien. Hein. Bon, c'est pas bien, mais ça va. Bon, ça passe. Ah, on casse un vase. Attention. La poterie, ça coûte cher. C'est important. Donc moi, j'ai compris que quoi dans la vie? Que ce qui est plus important, c'est quoi? C'est d'être potier. Alors, je vais devenir potier. Je vais faire de la poterie. Hamim, ils disent faire très attention. Parce que ce que je vous dis là, en réalité, ça a une conséquence sur les enfants. Ils voient en réalité à quoi on donne de l'importance et à quoi on donne de la valeur. Un téléphone, un plat, un costume, un canapé, un rideau, une nappe. Et ils voient que pour le Talmid Chacham et la Torah, oh, ça passe. Shabbat, c'est pas très grave si on transgresse un peu Shabbat. Si on a branché la plata après Shabbat ou si on a allumé les nérotes avec 10 minutes de retard, c'est pas très très grave en soi. Non, c'est pas très grave en soi. C'est vrai que tu as tué personne, mais tu es en train de tuer les générations d'après. Parce que tes enfants, ils voient ça. Déjà, tu es en train de te tuer toi-même, parce que tu es en train de te mentir en réalité, sans arrêt. Mais ça, tu le vois pas. Rachamim dit, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle essayer de faire des compromis. Tu es sans arrêt en train de faire des compromis avec la Torah. Et c'est toujours au détriment de la Torah. À partir du moment où le monde goy, il te bloque, à partir du moment où tu vas avoir un blocage dans le monde goy, c'est toujours un passage de savoir, question, est-ce que je laisse un peu la Torah de côté pour laisser passer le monde goy? C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et 99% des cas, on laisse passer le monde goy et on met la Torah de côté et on dit ça, c'est Mshara, c'est normal, bah, on est dans le monde goy, il faut bien savoir comment se comporter. Ouais, je voulais signer un contrat, malheureusement la personne en face de moi c'était une femme, il fallait bien que je lui serre la main pour faire le contrat. Madame, chez moi on serre pas la main. Mais si je fais ça, peut-être je risque qu'elle se vexe et qu'elle fasse pas le contrat. Elle fait pas le contrat, c'est pas grave. Ça dépend. Il est où le compromis? Torah ou monde goy? À quoi tu donnes? Qui tu donnes la préséance? À qui tu donnes? Qui tu laisses passer devant qui? Yaakov ou Esav? C'est toi qui choisis. Mais dans chaque choix que tu vas avoir à faire, il va y avoir ou l'un ou l'autre. Comme il a dit Shem, c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a jamais les deux. Toi, tu essayes de faire une vie où tu as l'impression que tu pourrais mélanger les deux et tu trouves un équilibre et tu dis voilà, tu vois, on peut mêler business et Torah. Ouais, seulement la Gemara, elle dit qu'on n'a jamais trouvé de Talmidei Chachamim chez les Hashirim. On n'a jamais trouvé de Ben Torah chez les riches. Il n'y a pas. Ils sont tous chez les Hanim. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur des choses. Et les riches, ils connaissent plus la valeur des choses. Ils ont donné de la valeur au matériel. Donc comment tu veux qu'ils fassent des Talmidei Chachamim? Ça n'existe pas. Rabbi Elazar Ben Azai, il a eu tellement peur de l'argent, marqué dans la banque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu FKR tous ses biens. Il dit, je veux plus rien. Je veux plus rien. Je veux plus rien. Pourquoi? Parce que cet argent-là, en réalité, va me poser problème. Yaakov, quand il est revenu de chez Lavan, il avait peur de l'argent. Qu'est-ce qu'il a dit qu'Yaka? Il a tout donné à ça. Il a donné. Il prend les brevets, prend les vaches, prend les machins, etc. Laisse-moi tranquille. Pas de daragote. Plus j'ai de l'argent, plus c'est de daraga. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir, en réalité, qu'est-ce qu'on met dans la tête. Parce que sinon, on va arriver après 120 ans, et on va nous taper sur la tête, comme ça. Et ça va sonner creux. Ting, 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 ting. Parce qu'il n'y a rien dedans, en réalité. Donc il faut remplir son cerveau. Remplir son cerveau de quoi? De Torah. Donc le conseil, le meilleur conseil. Rachamim dit c'est quoi? C'est de ramener chaque chose du Olam Hazé à sa vraie valeur initiale. Sa vraie fonction initiale. Un steak, c'est pour manger. Un vêtement, c'est pour s'habiller. Une voiture, c'est pour se déplacer.
C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. D'accord? Mais les fauteuils en cuir de la voiture, et les 4 anneaux de je sais pas quoi, d'Audi, je sais pas quoi, et le rond avec Mercedes, je sais pas quoi, ça racole. Mercedes ou Peugeot, c'est la même chose. D'accord? Il faut arrêter de faire des classements comme ça, etc., dans nos têtes. D'accord? Celle-là, je l'ai prise, elle est plus grande parce que j'ai plus d'enfants. Celle-là, je l'ai prise parce que j'ai moins d'enfants. Celle-là, je l'ai prise parce qu'elle va aller plus rapidement pour me faire telle et telle chose. C'est tout, ça va pas plus loin. Rachar, quand on venait le chercher en voiture, il demandait où est-ce qu'elle est la charrette. Rachar, le chauffeur il vient, il se déplace, belle voiture, etc. pour vous amener à un endroit. Arrêtez d'appeler ça une charrette. Pourquoi ça s'appelle comment, il disait? Je sais pas, une belle voiture, quoi. C'est une charrette. C'est où? Arrête de me casser les pieds. Ça s'appelle une charrette, c'est pareil. Que ce soit dans les années 80 ou dans les années 1300, je sais pas quoi, c'est une charrette. Il y a un rond dedans, tu mets à l'intérieur, il y a 4 ronds en dessous. C'est tout. Une fois, elle roule plus vite, moins vite, etc. Mais c'est une charrette. Ça, c'est pareil. Qu'il y ait des chevaux dedans, ou qu'il y ait des chevaux comme macaron sur la voiture, c'est un cheval qui pousse la voiture. C'est pareil. C'est la même chose. Seulement toi, non. Toi, elle est, elle est turbo, je sais pas quoi, elle est GT, je sais pas quoi, elle est rouge, truc, machin, et jante ceci, et jante cela. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vis dans les roues, toi? Ah, je vais prendre des jantes aluminium. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 15 pouces, 18 pouces, etc. Pourquoi? Tu vas dormir avec? Tu dors avec les roues, toi? Non. Alors c'est pareil, ça va te changer, toi, maintenant. Personne ici fait la différence. 1,2 litre, 1,4 litre, 1,8 litre, 1 litre machin. Ah, tu fais des croix, etc. Et tu fais des classements. Arrête de faire ça. Arrête de donner au monde goy trop de temps. C'est surtout ça aussi. C'est qu'on y passe trop de temps. Tu pars un quart d'heure pour choisir des chaussettes, 1 heure pour choisir un costume, 2 heures pour... Et après, qu'est-ce qui reste? Après, tu dis, ah, chef, j'ai pas le temps d'étudier la Torah, j'ai que 10 minutes. C'est sérieux? T'as passé au magasin 1 heure pour choisir un costume. Là-bas, passe 5 minutes. Là-bas, dis au tailleur, j'ai pas le temps. Donne-moi le costume que t'as, à la taille, etc. Et c'est où? Et tu t'en vas. Pourquoi 1 heure tu passes là-bas et avec moi 5 minutes? Qu'anirait que tu donnes plus de valeur au monde goy qu'au monde de la Torah. Et quand tu fais ça, Hachem il dit, moi j'ai vu ce que tu fais. Ne crois pas, ça prouve. C'est Mochiar, ce que ça s'appelle. C'est Marasim, il prouve en réalité ce que tu fais. Et toi, tu te poses des questions après. Ah, et pourquoi la Torah, elle rentre pas? La Torah, elle rentre pas, c'est facile. Parce qu'en réalité, c'est toi qui la fais pas rentrer. C'est toi qui fais rentrer tellement de choses à l'intérieur de toi que la Torah, elle a plus de place en réalité. Une dernière chose que je voulais vous dire. Et je vous laisse tranquille, c'est déjà pas mal ce matin. Tout le problème qu'on a en fait aujourd'hui, ce que je vous ai dit un petit peu là tout à l'heure, c'est qu'on est persuadé qu'on peut vivre sur les deux tableaux. On peut manger des deux côtés. Torah, matériel. On peut comme ça s'arranger pour avoir un petit peu des deux. Hein? Shabbat, Limoud, Tila, et Facebook, Instagram, business, Internet, machin, etc. On peut, Netflix. On peut faire une petite synthèse, un petit mélange, mais une vie comme ça un petit peu mélangée. Alors, Racham me dit, d'un certain côté, bon, c'est rassurant parce qu'on voit qu'on ne veut pas abandonner la Torah. Chasvé Shalom d'abandonner la Torah. On se dit, non, je fais Shabbat, moi je fais Tfila, etc. Je ne suis pas un renégat. On ne parle pas ici de gens renégats. On parle de gens qui veulent quoi? Ils veulent adapter un petit peu. Ils veulent essayer d'arranger un peu l'histoire. Il faut savoir que Esav, c'est pas un rachat comme on l'entend aujourd'hui. Ça veut dire un rachat, un apikoros, qui rejette toute la Torah. Non, Esav, c'est un Talmid Chacham. C'est parce que jusqu'à l'âge de 15 ans, qui était la Chavruta de Yaakov? C'était Esav. Il le défonçait en Gemara. Il avait une tête. Esav, c'était un génie. C'était un vrai génie. La Gemara, elle dit que si tu voyais Esav dans la rue, tu courais derrière pour lui embrasser la main, Esav, à l'âge de 15 ans. C'était un vrai Talmid Chacham. Il avait une tête extraordinaire, Esav. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah que Yitzhak avait été Esav, que Yitzhak il aimait Esav. Il aimait Esav de quoi? Sa gadlout. Il avait une vraie gadlout, Esav. Yaakov était encore un peu effacé. Il n'était pas encore dévoilé. Mais Esav, c'était vraiment quelqu'un de Talmid Chacham. Alors où est-ce qu'il s'est planté, Esav? C'est que Esav, il a commencé à sortir dehors. Il a a commencé à voir le monde. Ah, c'est sympa ce monde. Sympa ce monde. Ouais, mais dans ce monde-là, il y a des règles. Il y a des limites, il y a des barrières. Ah ouais, mais moi, c'est pas vraiment bête, moi. Pourquoi? La femme mariée, là, elle est pas mal. Et puis ces trucs-là que je veux envie de voler, là, et c'est bien aussi. Et celui-là, il m'énerve, je veux le tuer, c'est bien aussi. Ouais. On dit le jour où il est venu là du plat de lentilles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Nimrod, il a volé une femme mariée. Ouais, donc là, il s'est éclaté. Pourquoi? Parce que les taravot, elles sont sorties. Et ce monde-là, il m'intéresse. Et ça, c'est un homme qui va te dire, il y a la Torah, ça c'est au Beth Midrash, à la maison, et quand tu sors, Ishtadé, ça y est, c'est quoi? Nos limites. Fais ce que tu veux. Tu peux voler, tu peux tuer, tu peux insulter, tu peux machin, ça c'est dehors. Ça c'est le monde de la rue. Bli gvoul, bli limite. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Yaakov? Tam, Yoshev, Ohalim. Toujours lui, qu'est-ce qu'il était Yaakov? Il était entouré de quoi? Entouré d'une tente. Ça veut dire quoi? Pas qu'il était 24 sur 24 dans la tente, hein, c'est pas ce que la Torah dit. La Torah dit que même quand il sortait,
Dans sa tête, le monde, il était quoi? Ohalim, ça veut dire quoi? Il y a des limites, il y a des barrières, il y a des règles à respecter. Hachem, il m'a dit, voilà, moi aussi, je la veux, la femme mariée. Bah, Hachem m'a dit non, tu touches pas. Bah, je touche pas. Ça, c'est Yaakov Avinu. On n'a pas dit que Yaakov, c'est un ange, et lui, il veut rien, et l'autre, il veut tout. Non, les deux, ils ont les mêmes ta'avot. Seulement, Yaakov, il a compris que quoi? Que quand t'es dans le monde, goy, quand t'es à l'extérieur de chez toi, et ben quoi? Il y a des gvoulim, il y a des limites, il faut les respecter. Et ça, c'est quelqu'un qui vit sans limite. Il y a pas, tu fais ce que tu veux. T'as envie, il t'énerve, tu lui mets un coup. C'est tout. Tu veux prendre ça, tu prends. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Non, Yaakov, il dit, attends, ce stylo qui est sur la table, tu as le droit de le prendre? T'as qu'il y a un stylo comme ça. Yaakov, t'as le droit de le prendre? Peut-être pas. Peut-être c'est Gezel, peut-être ça appartient à quelqu'un. Est-ce qu'il est d'accord que tu utilises l'angle de son stylo? Je sais pas. Que c'est FKR? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté? Il faut demander, et à qui il appartient ce stylo? Ça, c'est Yaakov. Et ça, il dit, ça me saoule, ça. Ça va pas bien, non? Quand tu m'as vu, j'ai fait comme ça. Et ça, à qui ça appartient? Et ça, il est là, je prends. C'est tout, je me sers. Le monde, il est là, il est horaire. Shulchan horaire. Hein, une table dressée. Et ben, ce qu'il y a, je mets dans la poche. Et ça, Yaakov. Deux mondes. Mais il faut pas croire que Esav, il n'avait pas de Da'at Torah. Chachamim me demande, ils disent en réalité, nous on est plus proche de qui au final? De Yaakov ou de Esav? Chazal, ils sont tous d'accord. En réalité, on ressemble à Esav. En fait, on est des Esav. On a pris exactement la marana de Esav. Ça veut dire, on a une tête, on a un sechel, on fait Da'at Torah, mais quand on est dehors, alors on baisse un peu la Torah. Bon, ça va, la Torah, elle peut se pousser un petit peu ici. Hein. Là oui, là non, là oui, là non, etc. Un compromis. Une Torah de pshara, ça s'appelle. Une Torah de compromis. Où est-ce qu'on prouve que Yaakov, il était comme ça et que Esav, il était comme ça? En gros, ça veut dire que Esav, qu'est-ce qu'il est? Il est schizophrène, en fait. Là, on parle d'un schizophrène. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a une dualité. Il comprend qu'il y a Torah, Gdusha, Tahara, et à côté, bon, ça va. Toute la journée, je te parle de, faut arrêter la shonara, tu me dis, ouais, au shiur, ouais. Tu sors dehors, ça débat. C'est quoi? Qui fait ça? C'est Esav. Ça veut dire que Bessechel, il a compris. Le gars, il a compris qu'il faut pas parler la shonara. Il le sait très bien. Mais pourquoi dans le monde, après, quand tu sors là-bas, tu fais que la shonara? Comment tu fais les deux choses? Et c'est bien. Et après, tu arrives le Shabbat, on te dit, tu fais Shabbat normal. T'es un fou, en réalité. C'était pas bien. Ça, moi, j'appelle ça un schizophrène. D'où on sait que Esav, il était comme ça. C'est marqué au début de la Torah. Il y a marqué comment il était, Esav. On nous dit, Yaakov, il était Ishtam Yoshev Ohalim. Un homme assis, où ça? Dans les tentes. Et Esav, comment il est décrit? Hein? Ish Yodea Tsaïd. Et après? Ish Sadeh. Rachamim on disent, pourquoi deux Ish? Ish Yodea Tsaïd, point. Ish Sadeh. Pourquoi deux Ish? Yaakov, il a marqué Ish, Tam Yoshev Ohalim. Une fois Ish. Parce que Yaakov, il était Toho Kebaro. Ce qu'il montrait ce qu'il était à l'intérieur, il montrait à l'extérieur. Il était un homme honnête. Pas d'hypocrisie. Et Sav, il y a deux hommes à l'intérieur. Il y a celui qui est Yodea, Da'at, Tsaïd. Basé Yodea Tsaïd. Rashi, il dit, il parlait de Torah avec son père. C'est quoi? Maaser, machin, il parlait de Torah. Donc Yodea Tsaïd, ça veut dire quoi? C'était un Ben Torah. Il connaissait la Torah Kula. Aval, Ish, Sadeh. Mais c'était aussi un homme qui était attiré par le monde extérieur, qui était attiré aussi par le monde Chol, par le monde de Goy, etc., de tout ce qu'il propose. Deux hommes à l'intérieur. C'est qui ça? Ben, c'est nous en réalité. Et ça fait un résultat de quoi? Ça fait un résultat que on a l'impression que tout va bien. C'est ça, ils savent. Ah, me dit, ça marche pas une chose pareille. Tu peux pas, à un moment donné, vivre toute une vie entière avec, je fais Shabbat, je respecte la cache-route, je mets Tfilin de Rabbeinu Tam, et je vais à la plage mixte en vacances. Qu'est-ce que tu fais là? Et je des filles en maillot et machin, etc. Pourquoi tu fais ça? Non, 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 ça va. Tranquille. T'es à la plage, ouais, tout le monde est dénudé autour de toi, ouais, et tu te tournes vers David, je dis, David, c'est, arrête-toi, Damas. Arrête-toi, Damas. Et tu regardes, tu as vu ce tableau-là de fou, là? Ce tableau de fou. Tu te galères sur un fruit, tu sais pas ce qu'il est. Arrête, Adama, t'es en train de faire, c'est un bichlal. Limite, ta question, elle a été posée peut-être par un rajba, ou j'en sais rien, un posek, ou un rishon, etc. Donc là, t'es dans un rishon, ouais, et là, tu es dans Sodome, Gomorrah. Mais t'es un fou, en fait. C'est dans ta tête qu'il y a un grain, en fait. À un moment donné, l'homme, il doit savoir où est-ce qu'il veut aller. Il faut Bémet se poser des bonnes questions. Est-ce que je veux être Émet, Titan Émet, les Yaakov? Est-ce que je veux vivre une vie de Émet? Ou est-ce que je veux continuer à vivre toute une vie de Sheker? C'est quoi une vie de Sheker? Pas être un renégat à Ibiza, c'est pas ça que je parle. C'est être un juif, kippa, tzitzit, etc. Et à côté, avoir mon petit montrol. Là, c'est bien. Il est là. Et si je le lâche, limite, il est en panique, le gars.
tu lui enlèves son iPad et son Netflix, il y en a, ils stressent, hein. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Ce qui veut dire que quoi? Encore une fois, je reviens. On n'a pas dit, comme on disait, on a souvent entendu, il faut annuler le monde Goy, il faut pas du tout l'utiliser, il faut les Natec auto, il faut s'en séparer, etc. C'est faux, ça. Ça, c'est stupide. Pourquoi? Parce que le monde Goy, on a dit au départ, c'est quoi? C'est une réalité que, il est autour de toi. Tu as besoin d'utiliser, non? Ça, c'est Goy, la table, c'est Goy, tout c'est Goy. Tout, c'est tout ça, tout ce monde-là, il a été créé par les Goyim. D'accord? Tout ce que tu utilises, c'est eux qui le créent. Alors quoi? Tu as les Natec, alors va mourir alors, les Natec. Je veux pas l'utiliser, alors tu vas mourir. Alors, Hamid, non, c'est pas ça qu'on dit. Il est là, tu l'utilises, tu le prends, il n'y a pas de problème. Ah, quand est-ce qu'il y a un problème? C'est quand tu lui donnes de la valeur. C'est tout. Quand tu lui donnes une valeur des choses qui n'a pas d'intérêt. On t'a dit fais du sport. Va faire du sport. Va lever des poids, va courir, va faire du vélo, va faire du sport, Nbaya. À partir de quel moment ça commence à devenir un problème, le sport? Il sera sale. Quand est-ce que ça commence à devenir un problème? C'est quand tu vas donner au sport une place démesurée. Tu vas à Decathlon pendant 3 heures pour choisir des genouillères et des machins et des trucs et fluo et fluorescents. Et je vais calculer mes calories et calculer mon poids et calculer. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est une avoda. C'est-à-dire que tu as transformé en réalité ce monde dans une avoda. Et tu avais passé 4 heures par semaine, 5 heures par semaine. Et là, il m'a dit, il court 2 heures tous les jours. 2 heures tous les jours. Tu étudies la Torah? Non, j'ai pas le temps. Mais pourquoi tu cours 2 heures tous les jours? C'est un four, ça va pas bien, non? C'est un four. C'est le contraire. T'es en train de te perdre. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les années elles passent après. Quand est-ce que tu vas te réveiller? À quel moment tu vas te réveiller? À quel moment tu vas remettre à plat ton planning? À quel moment tu vas remettre à plat ton emploi du temps? Il faut savoir se cadrer. Il faut savoir réfléchir à un moment donné. Où est-ce que je vais donner de l'énergie? Où est-ce que je vais donner de la force? Et après, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. La conséquence de ça. Ça, c'est la conséquence la plus terrible. Sans s'en rendre compte, en réalité. C'est que les Issourim de la Torah, on va s'en rapprocher petit à petit. Et on va finalement rentrer dans des Issour Torah, dans des vrais interdits, en les faisant passer comme une pshara, comme un compromis. Mais tu comprends, j'ai pas le choix. C'est pour le travail. J'ai pas le choix de faire ça. J'ai pas le choix de faire ça. Et c'est des Issourim. Ah non, 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 c'est pas des Issourim, ça. Ça, c'est quoi ça? Et on va les appeler Hassidout. Moi, je suis pas Baba Salé, hein. C'est pas mon niveau, moi, de faire ça. Hein. Mais qui t'a demandé de mettre un chapeau, une barbe et des péotes? Qui t'a demandé de faire ça? Tu peux être un Talmid Racham, un Ben Torah, et être habillé en électricien. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé de changer de costume. On t'a demandé de faire ce qu'un juif il doit faire. Et un juif, il y a des endroits où il ne doit pas aller. Il y a des choses qu'un juif ne doit pas faire. Ah non, non, c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Ça, c'est pour les religieux de Bnei Brak. Mais putain, qu'est-ce qu'on t'a raconté? On t'a inventé une vie en réalité. On t'a créé une dualité qu'il y a les religieux de Bnei Brak, et après il y a les autres juifs, ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Ils peuvent aller à droite et à gauche. Putain, ça veut dire ça. Ça, c'est ça qui t'a vendu la chose comme ça. Là-bas, c'est des vrais Issourim. Ne pas aller à la plage mixte, c'est pas de la chassidoute. Ne pas aller dans une plage où il y a des femmes dénudées, c'est pas de la chassidoute. C'est pas être chassid Baba Salé. C'est quoi? C'est la halakha. C'est tout, c'est un halakha pshudo, de tous les juifs du monde. Il n'y a pas même le plus grand, le plus petit, celui qui étudie pas, celui qui est 24 heures au travail, celui qui est 24 heures au Beth Midrash, peu importe. Hachem, il a dit, lo taturu achare levavchem b'achare enechem. C'est où? C'est marqué dans le schéma, tu le dis 2 fois par jour. Ouais, je le dis 2 fois par jour. Ouais. Mais bon, Punta Cana et tout, Ibiza, il va à la plage. Tiens, regarde ce que tu es en train de dire tous les jours. Et quand je te dis, tu vas à la plage, j'ai pas encore atteint ce niveau. Putain, quel niveau? Mais c'est pas un niveau. Quel niveau? Qu'est-ce que tu as inventé? Tu es en train de faire des malotes dans la Torah? Tu t'es fait avoir en réalité. Et ça, c'est ça qu'il essaye de te faire tous les jours. De te faire croire en réalité que le respect des règles élémentaires de la Torah, ce sont des chassidoutes. Ce sont des choses qui sont du surplus. Mais en réalité, c'est pas du surplus. Renseigne-toi. Il faut qu'on vérifie que, en fait, des choses qu'on a envie d'expulser, c'est des choses que c'est imikar halacha. C'est ce que la halacha demande dans le béaba d'un juif. Le béaba d'un juif. Au ras des pâquerettes. Le juif normal, le juif lambda. Et nous, on a fait passer ça pour des choses élevées. Donc c'est faux. Donc ça, Rémi dit, ça, c'est la pire conséquence. La pire conséquence, c'est d'arriver à un moment donné que ce monde goy, il nous a tellement attirés qu'il nous fasse faire des choses qui sont des Issourim Torah, et qu'on arrive à les faire passer comme une pshara, un compromis. Et on vit une vie comme ça entière. 10 ans, 15 ans, 20 ans, on passe comme ça. Et après, on regarde les dégâts chez les enfants. On comprend pourquoi ils ont la tête à l'envers, ils ont la tête tournée, ils font ça, ils font pas ça, ils font plus Shabbat, ils font plus ils font ça. Pourquoi? Mais parce que chez toi, en réalité, c'était pas clair. Chez toi, tu as montré une mauvaise image. L'enjeu, il est là. Tout ce que je vous dis là, l'enjeu, il n'est que babaït. Il n'est que à la maison. Si c'est mal se comporter pour que ton collègue de travail que tu vois 2 heures par jour, ça lui pose problème,
À la limite, lui, il aura peut-être d'autres manières de s'en sortir. Mais tes enfants, ils ont que toi. Tes enfants, ils voient tous les jours ce que tu fais. Et ils voient tous les jours tes incohérences. Tous les jours, ils voient que personne n'a le droit de s'asseoir sur ton canapé. Tous les jours, ils voient que tu as passé 4 heures à choisir un rideau. Tous les jours, ils voient que quand tu truques les mains, tu t'énerves à la maison. Ouais, etc. Nous, on est le peuple qui embrasse les livres. On embrasse les livres. On n'embrasse pas les canapés. D'accord? On n'embrasse pas les montres, on n'embrasse pas les chaussures, on n'embrasse pas les costumes, on embrasse les livres. C'est-à-dire qu'il faut montrer, birklal, autour de soi aux enfants, que ce qui a de la valeur chez moi, c'est ce que j'embrasse. Ce qui a de la valeur, c'est les lachèques auto. Véritablement, ce qui est chéri pour moi, c'est quelque chose que je vais aller jusqu'à quoi? Jusqu'à embrasser. C'est qu'un goy, il voit un juif embrasser un livre, il le prend pour un fou. Vraiment, c'est un type, c'est un débile, je suis là. Tu as lu un livre, tu fermes le livre. Qui fait, celui-là? C'est des pages, c'est des feuilles. Il embrasse un livre. Okay. Ça, c'est Gdoucha. Livre, c'est Kadosh. Les tâches pichées Gdoucha, ça, c'est des choses qui méritent qu'on s'y intéresse. La mezouza, si elle est bien placée, oui. Comment on a placé le parchemin, oui. Avec qui on a fait écrire le parchemin, oui. Et tout le reste, des poux, des machins, celui qui a fait la peinture, etc. Ah, il manque un truc ici, il manque un truc de peinture. Et là, je s'en fiche. Tu rentres dans une maison que tu fais 50 amas. Vas-y, éclate le mur. Pourquoi? Tu es Yerushalayim, il est détruit. Toi aussi, tu vas casser le mur de chez toi, tu vas laisser en friche comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pour te montrer, arrête d'avoir de la valeur sur les choses. Arrête d'avoir de l'intérêt. Arrête de mettre comme ça tes yeux sans arrêt sur tout ce qu'il y a autour de toi. Qu'en plus, ça va plaire aux dames, que plus tu donnes de la valeur au matériel, plus tu attires la Ainara dessus. Ramim dit que le Ainara, il existe que parce que toi, tu as posé tes yeux sur la chose. Le Ainara des autres n'existe que si toi, tes yeux sont sur la chose aussi. Vous savez ça? Quand quelqu'un il dit, par exemple, j'ai une belle voiture, ah, on m'a mis la Ainara. La Ainara des autres ne peut marcher que si toi, tes yeux, ils sont sur ta voiture avec le même intérêt. Si toi, tu t'en fiches de ta voiture, le Ainara des autres ne peut pas intervenir. Donc l'Ainara, il est dépendant de toi. Il faut qu'il ait quelque chose sur quoi s'appuyer. Et c'est lequel, sur quoi il s'appuie? Sur le tien. Ramim dit par exemple, un jour il y a un rave comme ça, quelqu'un qui avait des problèmes avec un enfant, bébé, c'est son premier enfant. Et c'est normal, premier enfant, elle est belle, ceci, c'est une petite fille, ah ouais, machin, tu fais des, il parle sans arrêt toute la journée, ouais, toute la journée, seulement au bout d'un mois, médecin, truc, machin, et là-bas, et bronchite, et truc, c'est pas possible, il y a un problème ici. Qu'est-ce qu'il a dit le rave à la fin? Et là, la famille, il a dit, arrêtez de regarder votre fille. À vous, le couple, le papa et la maman, arrêtez de la regarder sans arrêt. Non, c'est la Inara des gens. Non. La Inara des gens, il marche parce que vous, mais c'est normal, c'est votre premier enfant. Alors je vais vous apprendre. Arrêtez de regarder sans arrêt cet enfant. Arrêtez de lui donner comme ça un attrait comme si c'était la dernière perle du monde. C'est un bébé, c'est tout. Arrête de donner comme ça plus de valeur à la chose. Et tu verras que quoi? Que les médecins, ça va se calmer. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est une histoire que je connais qui est vérifiée. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont arrêté comme ça, ils ont pris sur eux, ils ont arrêté comme ça, très bien demandé, et 2, 3, 4 semaines après, hop, c'est fini, ça y est, on va plus voir les médecins, etc. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que la Inara des gens, c'est vrai qu'il existe. C'est vrai qu'il existe, mais il est dépendant du tien. Donc tout ce que j'ai dit là, en réalité, ça dépend de... La conséquence en plus de ça, c'est que l'élément lui-même à qui tu donnes de la valeur au final, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va brûler au final. Tu vas le perdre. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Au final, tu n'as rien gagné. Tu es en train, en réalité, de faire tout le contraire de ce qu'on attend de toi. Alors, Bezrat Hashem. Le monde goy, il restera le monde goy. Il est là. On l'utilise, tel qu'il doit être. Il est une shmira pour Yaakov. Parce qu'à chaque fois que Yaakov Avinu, il va diminuer, il va laisser sa Torah un peu de côté, il va vouloir se rapprocher du monde goy. Qu'est-ce qu'il lui dit le monde goy? Dégage. Dégage d'ici. Va-t'en de là. Il va se faire renvoyer, hein, comme un malpropre. Et là, qu'est-ce qu'il comprendra quoi? Bon, c'est pas ma place là-bas. Où est-ce qu'elle est ma place? Beth Midrash. Beth Knesset. C'est là-bas que je dois être. Alors il retournera à ses livres. Mais ça, il faut le comprendre. Il faut l'accepter. Et il faut comprendre que le monde de Esav, en réalité, il veut notre bien. Le monde de Esav, il veut notre bien. Il veut qu'on soit haut. Il veut qu'on soit élevé. Donc il est obligé de quoi? Il est obligé d'être là sans arrêt pour nous écraser. Sans arrêt pour nous oppresser. Et Hachem, il dit, Esav, attention, hein! Ne laisse jamais Yaakov tranquille. Comme ça, il dit Hachem, Esav, ne le laisse jamais tranquille. Si tu vois que il s'écarte un peu du Beth Midrash, tac, tu le presses un petit peu. Ça veut dire pas de problème. Moi, sur mon épée, moi, je suis là. Il sort du Beth Midrash, je coupe la tête, moi. Je coupe la tête. Qu'est-ce qu'il fait dans les bars? Qu'est-ce qu'il fait dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce qu'il fait dans les discothèques? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah, je vais l'énerver, moi. J'ai dit, vas-y, énerve-toi. J'ai besoin de toi pour ça. Parce que lui, il comprend pas. Et Jacob, il est borné, il est buté. Il est têtu. Il a un quelque chose, c'est comme ça. D'accord? Donc, vous allez boire des verres, des coca, des machins, etc. Et des pina colada, je sais pas quoi. Ouais, bon, alors ils font, ils savent. Qui vient, qui dit, le bar, il est fermé. Et alors, il n'y a plus de bar. Voilà, on va fermer le bar. Ok, on ferme le bar. Alors, qu'est-ce que vous jouez maintenant? Et puis, tout est fermé. Beth Midrash, ouvert, 24-24. Tu connais Israël?
La seule chose qui est ouverte 24-24, c'est quoi? C'est Beth Midrashot. Les restaurants, ils ferment au bout d'un moment. Qu'est-ce qui est ouvert 24-24? Beth Knesset, Beth Midrash. Il n'y a que ça qui est ouvert 24-24. Parce qu'il faut que la Torah elle soit étudiée sans arrêt. Alors moi, je la comprends ça. Le monde gauche l'utilise, mais pas plus qu'il n'en faut. Ça veut dire, la valeur qu'il a, c'est la valeur qu'il a. Et ça, je dois l'apprendre aux enfants à la maison, à madame également à la maison, que les choses, il faut arrêter comme ça, d'être impressionné comme ça, devant des beaux meubles, des belles, ça, c'est bien, ça va servir à ça, ça va servir à ça, ça va servir à ça. S'il y a un tachmish particulier, il y a une utilisation particulière, alors c'est bien. Bah, au Hachem. Maintenant, si ça ragole pour le regarder toute la journée, à quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est un beau tableau, machin, etc. Au mieux. Okay, un peinture, depuis le début. Il a jeté 3 couleurs sur le tableau. Ça a fait un tableau. Il y a rien d'extraordinaire. Donc on laisse les choses pour ça. Et quand on viendra au Limoud, vous verrez. On viendra au Limoud. Et qu'est-ce qu'il y a? Rachid, ce qu'il a dit. Incroyable. Et là, le cœur, il va s'ouvrir. Les yeux, ils vont s'ouvrir. La Hitlaavoud, elle va venir d'elle-même. Donc, il ne faut pas chercher plus loin. La réussite du Limoud, elle ne marche que dans la achana du Montrol. De laisser le Montrol à sa place, et quand on arrivera au Limoud, alors on aura véritablement un vrai réchec, un vrai régesh à toi. C'est tout ce que je vous souhaite. Shabbat shalom à tout le monde.